Bonjour à tous, bienvenue à notre dernier webinaire de la part du Réseau mondial de journalisme d'investigation. Ça fait partie d'une série de 4 webinaires sur ce sujet, donc enquêter sur les disparitions forcées, comment retrouver la trace des personnes portées disparues. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur différentes études de cas de la part de journalistes, 4 journalistes chevronnés. Je suis David Kaplan, directeur exécutif du GIGN. Et je vais animer le webinaire d'aujourd'hui. On m'a demandé d'animer ce webinaire parce que j'ai passé plus de 30 ans à rédiger des articles sur le crime organisé. J'ai commencé en Asie orientale. Donc, je me suis penchée sur le crime organisé en Asie, puis ensuite la Russie, le Nigeria notamment. Et là, j'ai passé énormément de temps à enseigner ce sujet. Le crime organisé est un sujet fascinant, mais de manière très sombre, car il y a des racines extrêmement entrepreneuriales, il y a également un côté très, très opportuniste. Il y a donc énormément, d'aspects qui peuvent être, peu attirants qui peuvent être très attirants, pardon, pour les journalistes d'investigation, mais ça peut être dangereux. Alors un des outils qui est utilisé, heu, c'est, donc que les organisations criminelles utilisent, c'est les enlèvements. Donc ensuite on utilise la rançon ou encore on essaye d'avoir des témoignages. Il y a parfois des meurtres également. Nous essayons de parler, et nous avions tendance à parler de ces organisations criminelles comme de réseaux, d'affaires, car ils veulent en effet, se faire de l'argent, mais tout en violant les règles auxquelles la plupart des gens, eux, se plient. Et donc ce sont des affaires particulièrement violentes dans lesquelles les règles des affaires, ne sont pas toujours, véritablement respectées. Alors, quelques mots sur la définition et ensuite nous passerons, à nos invités de haute volée. Nous regardons donc le crime organisé dans son sens le plus large. Je reviendrai sur, la définition qui est, enchâssée, dans, le concept américain. C'est-à-dire que le département de la justice et le FBI aux États-Unis utilisent une définition bien, spécifique. On parle de, CCE d'entreprise criminelle continue, c'est-à-dire donc que c'est la définition, selon le droit, américain. C'est la définition donc d'une organisation, criminelle, c'est-à-dire qu'il y a donc, un accord entre différentes personnes pour, commettre un crime. Si vous appliquez cette définition, dans le monde, on se rend compte qu'il y a énormément d'entités qui répondent à cette définition et pas seulement, des mafias. Il y a également, des cartels de drogue en Amérique latine qui répondent à cette définition. C'est notamment, le cas, de l'industrie du tabac qui a essayé de passer en contrebande énormément, de biens sans avoir à appliquer, des droits de douane, par exemple. Mais également, ça s'applique à certaines décisions de laboratoires pharmaceutiques. Et il y a même des, États-nations entiers qui, répondraient également aux critères de cette définition. Il y avait notamment un article dans le New York Times hier qui montrait comment des enquêteurs des Nations Unies s'étaient rendus compte que certaines personnes dans le gouvernement vénézuélien pouvaient être accusées donc de crimes de guerre,
car ils avaient commis donc des violences, de la torture, mais également ils avaient également enlevé des personnes. Donc ça peut être considéré comme une entreprise criminelle. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard et puis nous regarderons également de plus près le rôle des journalistes. Que doivent faire les journalistes dans ces cas bien spécifiques? En particulier lorsque l'État n'arrive pas à, à agir correctement. Nous regarderons donc la méthodologie derrière le journalisme d'investigation dans ce type d'affaires, à savoir quelles sont les méthodes, les techniques et comment doit-on se protéger, comment protéger ses sources également pour pouvoir élaborer ce type d'histoire. Avant de commencer, vous en êtes sûrement rendu compte maintenant, il y a l'interprétation vers le français et vers l'espagnol. Nous avons des interprètes à nos côtés qui feront tout leur possible pour pouvoir interpréter ce webinaire. J'espère que les instructions sont claires, mais pour être sûr que ce soit bien clair, je vais y revenir sur ces instructions. Alors, en bas de l'écran, vous pouvez faire un choix. Vous avez donc un petit bouton qui indique interprétation. Vous pouvez choisir anglais, espagnol ou le français. Pour pouvoir écouter le webinaire en anglais, vous devez cliquer sur le petit globe en bas à droite de votre écran. Vous devez ensuite sélectionner anglais et mettre l'audio original en sourdine. Pour écouter le webinaire en espagnol, utilisez le même icône, le petit globe, sélectionnez espagnol et éteindre l'audio original. Il en va de même pour l'écouter en français. Donc sur le globe, sélectionnez français, puis éteindre l'audio original. Très bien. Je vous souhaite la bienvenue à nouveau et je vais à présent présenter les orateurs qui ont une grande expérience dans le type d'enquêtes qui sont parfois les plus difficiles pour ces journalistes, c'est-à-dire se saisir des questions des personnes portées disparues. Et nous allons commencer avec l'équipe qui a rédigé une histoire passionnante au Mexique où il y a eu énormément de personnes portées disparues. Et ils ont commencé donc à mener l'enquête. Nous avons Alexandra Chanic qui vient du Mexique et Ginger Thompson des États-Unis. Alejandra est une journaliste d'investigation mexicaine et fondatrice d'un groupe qui est membre de notre réseau qui s'appelle le Quinto Elemento Lab, le laboratoire cinquième élément. Elle travaille avec différents journalistes mexicains. Elle a remporté le prix Pulitzer dans la catégorie journalisme d'investigation pour son travail avec David Barstow qui expliquait comment Walmart avait utilisé donc s'était servi de pots de vin à hauteur de plusieurs millions de dollars au Mexique. Cette histoire a été publiée ensuite dans le New York Times. Elle a également rédigé des articles sur le trafic de drogue, la corruption d'État, les assassinats politiques, etc. Elle, elle travaille donc au Mexique sur ces différents sujets depuis différentes années. Elle est accompagnée également de Ginger Thompson. Ginger Thompson est directrice adjointe et chef des correspondants chez ProPublica. Elle a été multiprimée. Sa grande spécialité, ce sont les affaires concernant la frontière US-Mexique, ainsi que les communautés vivant des deux côtés, et les politiques en Amérique latine, notamment lorsqu'elle porte sur l'immigration et d'autres histoires également sur la lutte contre les cartels de drogue. Je présenterai par la suite Claire Baldwin et Andrew Marshall, mais commençons tout d'abord avec Alexandra Janix et Ginger Thompson. Bonjour à tous et merci beaucoup au GIGN de nous recevoir. Je suis ravie d'être ici et d'être entourée de collègues de haute volée. Bon. Moi, je vais
vous donner un peu le contexte, vous expliquer quelle a été notre approche par rapport à cet article. Alors pour tous ceux qui l'ont déjà lu, pour tous ceux qui connaissent déjà cette histoire, il s'agit, d'un massacre qui a eu lieu, à côté de la frontière US-Mexique, mais commis par, le cartel Zeta, un des cartels les plus dangereux, au Mexique. Alors ce qui est, terrible, à mes yeux, c'est que ce massacre a été déclenché par une opération, des autorités, policières. Lancé par l'administration, antidrogue. Alors, j'avais déjà beaucoup, lu à ce sujet sur les politiques, de lutte contre la drogue au Mexique et les États-Unis, eux, ont joué un rôle, crucial dans ce massacre et dans cette guerre contre la drogue et qui a engendré énormément de victimes et de décès. Mais le rôle des États-Unis a toujours été, difficile à comprendre, très peu clair et avec ce massacre et avec les informations que j'avais reçues quant au rôle de, la DEA, ça m'a donné l'occasion de clarifier le rôle des États-Unis, dans les violences, qui ont été un véritable fléau au Mexique. Donc nous avons commencé, à nous pencher sur cette histoire et moi je savais exactement ce que, je voulais atteindre. Je voulais vraiment avoir des témoignages des 2 côtés, des frontières. Je voulais qu'il y ait donc des personnes, heu, qui puissent s'exprimer des 2 côtés, dans cette affaire, de la part des 2 camps. Alors une des choses les plus compliquées pour Xanich et moi-même, c'était de savoir comment, justement atteindre des personnes des 2 camps. Parce que si vous y réfléchissez un peu, finalement, il n'y a personne, peu importe le camp, qui, avait une bonne raison de vouloir en parler. Au Mexique, les gens étaient toujours, effrayés, par, la violence, les cartels, mais également, effrayés, ils avaient peur du gouvernement. Du côté des autorités d'application de la loi aux États-Unis, eux non plus n'avaient pas forcément envie de parler de leur travail, ils étaient plutôt réticents. Puis ensuite, il y avait les membres du cartel. Nous voulions également, des, dirigeants du cartel pour, qu'ils, expriment ce qui s'était passé lors de ce massacre. Moi, avec, tous les entretiens, toutes mes interactions, j'ai essayé de savoir quelle approche j'allais, choisir. Comment est-ce que j'allais faire en sorte, qu'il me parle? Alors j'ai, travaillé là-dessus pendant très longtemps et finalement, les gens se décident, les premières mi lors des premières minutes et ce choix se base sur, eh bien, s'ils vous apprécient, s'ils vous font confiance et s'ils se sentent en sécurité. Et moi, je dis souvent que je réfléchis intensément, aux 3 premières minutes parce que c'est à ce moment-là que les gens se font leur impression et donc ces 3 premières minutes, j'ai besoin donc de ces 3 premières minutes pour ensuite pouvoir passer, à la suite. Donc pour nous pouvoir accomplir, cela, pouvoir, faire ce reportage, on avait besoin que les gens viennent nous parler et Xanich, elle, a apporté donc son expertise en termes de documents et notre accès aux documents. À quel type de documents? Il me semble qu'il y a eu différents obstacles. Donc ça a eu lieu en 2011 et ce n'est qu'en 2014 qu'un reporter mexicain a rédigé le premier article là-dessus, mais c'était resté, très, très confidentiel dans la région. Il y a eu donc un premier papier qui, expliquait qu'il y avait certes eu un massacre, mais ça restait très superficiel.
Et grâce à Ginger, cette histoire est devenue bien plus intéressante, car on avait les opinions des deux pays, mais également des autorités d'application de la loi. Donc, un des défis, c'était que on a commencé donc à enquêter et à réaliser donc ce reportage sur cette communauté, mais on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de craintes, car les gens ne savaient pas s'ils pouvaient se faire confiance, des familles entières avaient disparu. Il y avait encore les séquelles de ce massacre. Ça se voyait sur les bâtiments où, il y a des maisons absolument splendides qui avaient été détruites et les gens vivaient là encore et dans la crainte que ça arrive à nouveau. Alors Ginger et moi-même, nous avions travaillé, de la manière suivante. Elle travaillait sur le terrain et moi, derrière un bureau, moi j'essayais vraiment de cartographier cette, communauté, savoir qui était qui, quel était, le rôle de chacun. Et nous avons voulu rédiger ce reportage car, nous voulions absolument le faire de manière, sûre. On ne voulait pas non plus, qu'elle se promène dans le village et qu'elle demande des conseils. Il fallait savoir où où aller. Il fallait savoir à qui parler de manière spécifique. Donc nous avions une sorte de grande, de grande biographie de chaque personne. On voulait entrer dans cette communauté et voir ce qui allait faire que ces personnes allaient nous parler. Alors le premier point, c'était vraiment de documenter, l'affaire. Facebook nous a permis d'avoir une sorte d'arbre généalogique, d'un organigramme, de savoir qui était qui et qui étaient les représentants politiques, etc. Donc, Facebook nous a permis donc de trouver ces sources et de les cartographier. Et nous avons également trouvé une source qui a été très pertinente, car ça a été un acteur de premier plan lors des événements. Mais une personne avec un profil assez bas, mais qui a pu nous guider. Peut-être que Ginger voudra en parler davantage. Bon, cette personne, et je pense que des deux côtés de la frontière, j'ai eu affaire à des personnes comme Shanique Lassette qui ont pu être des guides. Et je pense à cette personne en particulier qui, à l'époque du massacre en tout cas, travaillait au sein du gouvernement. Mais quand on l'a trouvé, c'était en fait un apiculteur et il faisait du miel. Mais il connaissait tout le monde. Donc, à chaque fois qu'on arrivait, on allait le voir en premier. Pas seulement pour obtenir des informations, mais juste pour aussi parler de notre sécurité et comment est-ce qu'on allait pouvoir approcher les gens. Quelles routes sont ouvertes? Est-ce qu'il y a des contrôles? À quoi faut-il faire attention? Quelles sont les rumeurs à notre sujet en ville? Est-ce que les gens savent qu'on est ici? On a essayé d'adopter un profil bas, mais on a délibérément donc essayé d'être discret, juste pour rester en sécurité, mais surtout pour protéger nos sources. Et donc, on voulait tout le temps vérifier cela. Et c'était la personne à qui s'adresser en la matière. Du côté américain, j'ai obtenu la coopération du procureur
qui s'occupait de l'enquête pour enquêter sur ce massacre. Et je me souviens la première fois que je lui ai parlé, je n'ai pas obtenu beaucoup d'informations. Et je lui ai dit que j'allais continuer à creuser et que j'allais revenir le voir. Et à chaque fois que je revenais, il me donnait un tout petit peu plus d'informations et un peu plus. Et c'est vraiment grâce à son aide que j'ai pu avoir accès aux membres du cartel qui étaient impliqués dans ce massacre. Un autre problème, c'est qu'il fallait donc utiliser des documents pour trouver des sources, aussi entrer, infiltrer dans cette communauté, comprendre comment les cartels de drogue étaient liés à la communauté et comment les politiques aussi étaient impliqués. Mais un autre problème, ça a été de chiffrer le nombre de disparitions. Donc on a fait ce que tout le monde aurait fait, hein. On a appelé les services de renseignement mexicains, la police locale, les militaires, mais on n'avait rien. Aux États-Unis, beaucoup de journalistes utilisent le 911, mais au Mexique, ce n'était pas possible. En revanche, au Mexique, on a pu obtenir une liste d'appels qui avaient été faits au service de police, donc des centaines d'appels, qui nous ont permis de comprendre un peu, de retracer le fil des violences durant ces 3 jours. Et quels avaient été les pics autour de quelle région. Quelques années après le massacre, on disait que des centaines de personnes avaient disparu. Et Ginger et moi, on voulait savoir vraiment combien de personnes avaient disparu. Comment est-ce qu'on pouvait prouver cela? On peut facilement imaginer que des familles sont parties. Donc c'était vraiment très difficile de retrouver la trace de ces personnes et d'établir un chiffre précis. On a trouvé une source fantastique. Et en tout cas, au Mexique, je pense que c'est l'une des rares sources publiques, qui est le département des statistiques vitales. C'est une espèce de registre. Et ça a été notre source principale pour notre enquête pour documenter les disparitions. C'est également grâce à ces registres, on a pu établir une généalogie des familles. On a pu évaluer quelles familles avaient été touchées les plus durement à cause de leur lien avec les cartels, donc qui étaient les enfants de qui, etc., les noms des grands-parents. Pour une famille, on avait 9 frères et sœurs et on avait tous leurs descendants. Dans l'une des familles, 20 membres avaient disparu et on a pu découvrir cela juste en utilisant cet arbre généalogique. Notre découverte, pour nous, c'était qu'on ne trouvait pas de documents légaux sur l'enquête. Mais après, en se rendant auprès des registres de l'état civil, à chaque fois en demandant des documents, on a découvert une chose. Un employé était assez curieux, en fait, et il a commencé à nous montrer certaines choses. Et on s'est rendu compte que pour les personnes qui sont décédées, parce que pour certains cas, les morts avaient été confirmées, parce que la famille avait décidé d'aller de l'avant. Donc après un certain nombre d'années, on estime que la personne est décédée officiellement. Et qu'avons-nous découvert? C'est qu'au registre de l'état civil, ils ont ces certificats de décès qui contiennent des informations légales. Et ça, c'était vraiment une découverte pour nous. Donc, on a eu accès aux informations légales grâce à la partie civile. Et dans d'autres pays, il faut que les agences aient en fait une preuve que ces personnes n'existent pas. Et parfois, la preuve, c'est l'enquête. Donc voilà.
J'avais oublié d'allumer mon micro. Vous êtes fantastique. Quelle enquête incroyable. Moi aussi, j'ai plusieurs questions, mais je pense qu'on veut écouter notre prochain orateur. Juste avant d'oublier, vous avez parlé des avancées dans vos interviews avec l'apiculteur, avec le procureur. L'une des définitions du journaliste d'investigation, c'est qu'on fait toujours plus de documents, plus d'entretiens, plus d'heures, plus de récits, juste en utilisant les outils qu'un bon journaliste utiliserait. Combien d'entretiens a-t-il fallu avant que l'apiculteur ou le procureur ne s'ouvre à vous? Pour l'apiculteur, je pense que c'était à la deuxième ou troisième fois. Et on est allé s'asseoir à la table. On a grignoté quelque chose. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à se sentir en sécurité et qu'il a compris qu'en fait, on était vraiment dévoué à cette cause. C'était la même chose avec le procureur. On était à 2, 3 entretiens avant qu'il s'est rendu compte de ce qui se passait. Et quand je lui ai dit que je m'étais rendue à Allende avec Shani, quand je lui expliquais ce qu'on faisait, il a compris qu'on était à fond dedans. Et c'est là qu'il a accepté de commencer à travailler avec nous. Oui, effectivement, on voit que vous êtes vraiment dévoué à cette histoire. Et pour le procureur, pareil. Il ne voulait pas parler sous enregistrement, il ne voulait pas être enregistré durant les entretiens. Juste à la fin, là, il a accepté d'être vraiment l'une des sources principales. Mais en général, ce n'est pas avant la fin que les gens acceptent d'être enregistrés. D'habitude, on fait toujours ça sans enregistrer. Et puis petit à petit, alors, on finit par les convaincre et alors s'enregistrer. Encore une question rapidement. Quand vous étiez en train de réfléchir à votre approche, qui connaît qui a pu être assassiné, vous utilisez quoi? Un document Excel? Comment vous faites? On avait un PowerPoint avec des dessins, avec des arbres généalogiques. C'est vraiment ultra basique. Il faudrait en apprendre davantage là-dessus. J'aimerais bien voir un échantillon de cette présentation PowerPoint. Ok, allons de l'avant. J'imagine que vous aurez une pléthore de questions plus tard. Merci beaucoup en tout cas pour nous avoir éclairé sur cette enquête très intéressante. Passons maintenant à un autre cas. Et c'est vraiment un honneur pour moi de présenter Andrew, qui a gagné de nombreux prix. Claire, je pense que vous étiez à Manille et Andrew, vous étiez à Bangkok. Non, Hong Kong en fait. Claire est comme moi, américaine. Elle est correspondante spéciale pour Reuters. Et cela fait des années que je suis son travail. C'est vraiment l'une des meilleures dans notre domaine. Et Andrew, je l'ai rencontré quand j'ai déménagé à Tokyo. C'était il y a quoi, 25, 35 ans? J'en perds le compte. C'est un jeune freelancer, mais il se posait plein de questions et il était très courageux. Il n'hésitait pas un instant à couvrir les articles les plus dangereux au Japon. Je me souviens, Andrew, tu t'es lancé dans une expédition dans les montagnes chinoises. Ouais, bon, malheureusement, cette mission a échoué. Andrew est britannique. Il a obtenu un prix pour son enquête sur les Rohingyas et un deuxième prix avec Claire pour le travail dont on va discuter aujourd'hui.
le cas de Duterte et ses squads de la mort aux Philippines. Donc le travail d'Andrew est vraiment formidable, mais vraiment je vous conseille de lire son livre. Ce sont des chroniques de voyage au Myanmar. Il a été publié en 2002 et c'est vraiment une superbe lecture. Andrew, Claire, à vous. Je vais partager des photos. Oui, on voit l'écran. Est-ce que vous voyez le plein écran? Non, on ne peut voir que le dossier pour l'instant. Et maintenant, ouais, c'est bon. Donc voilà l'histoire que je vais vous raconter. C'est une enquête qui s'appelle The Boys from Davao. Et c'est l'histoire d'une squad policière aux Philippines et qui appartient au président. On va vous expliquer comment on a pu couvrir cette enquête pour traquer ces meurtriers. Voici Rodrigo Duterte. Pendant des années, il a été maire d'une petite ville dans les Philippines qui s'appelle Davao. Et alors qu'il était là-bas, il s'est lancé dans une guerre contre la drogue. Des milliers de personnes ont été tuées, surtout des enfants, par des policiers. Et puis en mai 2016, il a été élu président avec une très belle majorité. Et il s'est lancé dans une véritable guerre contre tous les seigneurs de la drogue locaux. On a passé 18 mois à couvrir cette guerre. On est passé de centaines à des milliers de morts, des gens assassinés par la police en toute impunité. Clairement, on s'est surtout concentré sur les victimes et les familles. On a essayé de raconter leur histoire. On a essayé aussi de remettre en question les déclarations de la police, car souvent, la police disait qu'elle ne ripostait que pour se défendre. Et en fait, on a découvert dans la plupart des cas, ce n'était pas forcément le cas. Durant notre enquête, on a dû beaucoup se baser sur des données qui émanaient de la police. Et au début, qu'avons-nous fait? On a rassemblé toutes ces données, c'était assez laborieux. On a rendu visite au commissariat de police, là où les massacres avaient eu lieu. Sur cette photo, vous voyez cet énorme livre et il y a un officier qui est là. Il y a toujours un livre là à l'entrée d'un commissariat, donc on va là, nous, et on essaie de rechercher l'incident qu'on cherche, on prend une photo. Et si on en avait l'opportunité, on prenait tout le livre en photo. Donc voilà, on a des centaines de pages ici de rapports d'incidents. Ici, vous voyez, c'est à la main. Et parfois, c'était vraiment indéchiffrable. Ça, c'est mon préféré. Mais on a tout pris en photo. Et puis, lorsqu'on revenait à notre bureau, on commençait à extirper les détails de l'événement et puis à les cartographier. Et c'est ainsi qu'on a pu obtenir des données petit à petit. On a passé des mois à faire cela. On s'est rendu dans tous les quartiers de Manille. Et on a réussi à extirper des données qu'on a pu collecter de façon électronique. Et ces données sont les mêmes qui étaient dans les livres que Andrew vous a montrés. C'était en fait un registre de tous les incidents qui avaient eu lieu sous la juridiction de ce commissariat de police. Et cela nous a vraiment aidé d'avoir ces données de façon électronique pour notre enquête. Par exemple, on a pu ainsi confirmer que la
police utilisait les hôpitaux pour couvrir des exécutions et on a aussi pu suivre les Davao Boys, qui étaient l'objet principal de notre enquête. Cela faisait longtemps qu'on suspectait que le président Duterte avait engagé une squad de la mort dans le sud des Philippines. Et c'était quelque chose qu'on avait déjà entendu. Duterte avait emmené ses tueurs avec lui et que c'est pour ça que la guerre était aussi meurtrière aux Philippines. Et cela avait du sens en fait. On voyait également cela de nos propres yeux. Car un homme qui avait travaillé pour lui est ensuite devenu maire et puis après il est même monté en grade au sein de la police et c'est en fait devenu l'architecte de cette guerre. Donc il emmenait ces hommes avec lui, donc on a passé des mois, des semaines, même des années à analyser tous ces mouvements, toutes ces données policières et vraiment essayer de creuser. Est-ce qu'il y avait des schémas qui se reproduisaient? D'où venaient ces meurtres? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui ressortait de cette histoire? Et assez vite, on s'est rendu compte que la plupart de ces meurtres venaient d'un commissariat en particulier. C'était le commissariat numéro 6 dans le nord de Manille. Les officiers là-bas étaient vraiment des tueurs et ils étaient extrêmement brutaux. C'était eux qui avaient perpétré la plupart des crimes les plus horribles. Je m'en souviens d'un en particulier. C'était un massacre de 7 personnes. Ils avaient été tués devant une maison et les voisins, les membres de la famille qui avaient assisté à cela avaient dit que leur corps avait été chargés au fond d'un camion et juste empilés les uns sur les autres. Donc beaucoup des officiers de police impliqués dans ces opérations ont été euh, découverts. On a découvert leur identité. On a réussi à extraire cette donnée. On s'est surtout concentré sur certains officiers dont les noms revenaient souvent. Mais les Davao Boys, en fait, à l'époque, on pensait encore que c'était qu'un mythe. On n'arrivait pas à prouver leur existence. Et de quoi avions-nous besoin? D'indices. Et une femme nous a dit que la police avait débarqué chez elle, exécuté son mari en tirant une balle dans son cœur et dans sa tête. Vraiment des gens sans pitié, des exécutions sommaires. Elle nous a donné tellement de détails. Après, les officiers avaient parlé entre eux dans une langue qu'on parle à Davao, dans la ville natale de Duterte. Et cette femme, pour elle, c'était vraiment un indice que les meurtriers de son mari étaient liés à Duterte. Et on a obtenu d'autres indices juste en fait en traînant près du commissariat. On a vraiment passé beaucoup de temps là-bas, surtout Claire. Tous les policiers étaient assez réticents à nous parler dès qu'on posait des questions sur la guerre, surtout la guerre contre la drogue. Mais bon, au bout d'un moment, les officiers laissaient toujours échapper une information. Et à un moment, on a eu une référence aux Davao Boys. Et puis un autre policier a dit que sur le toit du commissariat, il y avait des- comme un abri, un refuge. Donc, on s'était dit alors que nous avions trouvé les Davao Boys. Mais nous avions besoin d'un document également, ou un acte d'exécution. Donc, nous avons réussi à avoir des documents pour savoir là où ça s'était passé, là où il y avait eu les tirs, mais, mais tous ces documents internes, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas forcément partager. Et heureusement, heureusement qu'il y avait Facebook. Vous nous aviez dit tout à l'heure que c'était très utile au Mexique, mais c'est la même chose aux Philippines, car Facebook est très utilisé aux Philippines et la plupart des profils sont publics. Alors, parfois, ils essayent de se cacher en épelant leur nom à l'envers. Mais une fois qu'on s'en est rendu compte, on a commencé à chercher tous les membres des Davao Boys en écrivant leur nom à l'envers, par exemple. Et assez rapidement, on a trouvé Chad Owens de Venus, très jeune. Et
Avec les documents que l'on avait récupérés, on savait qu'il avait tué 56 personnes, du moins qu'il avait été impliqué dans le meurtre de 56 personnes. Et on a retrouvé des posts sur Facebook comme celui-ci avec des mots aussi effrayants qu'ici. J'ai l'air calme, mais dans ma tête, je t'ai déjà tué 3 fois, par exemple. Donc on a pu ainsi refaire toutes les connexions et nous avons donc récupéré ce document, tout ce dont nous avions besoin. Et là, nous avions les noms de tous les Davao Boys. Et lorsque l'on a retracé cela avec les documents de la police, on a pu les lier avec des incidents bien spécifiques. On avait les noms des victimes, le lieu, etc. Et le meurtrier que l'on vous a montré tout à l'heure, il avait également posté une photo où il se rendait donc de Davao à Manille, où il se rendait également à l'aéroport. Donc, son profil Facebook a été vraiment une mine d'or pour nous. Ça a été très utile. Puis on s'est rendu compte que les personnes qui vivaient en effet sur ce refuge au-dessus du commissariat étaient membres des Davao Boys. Et les autres policiers en avaient peur, ils essayaient de rester à l'écart tout le temps et même lorsqu'ils traversaient juste le parking, ils, ils avaient peur. Et il y avait le colonel Pataille qui, lui, était le compagnon de tir d'un des policiers donc, et qui était chargé donc, de retrouver les Davao Boys. Donc, son nom c'était Pataille et ça ressemble énormément au mot qui signifie mort. Je passe à la photo suivante. On voit ici une photo de lui sur le toit où il donne des instructions à ses hommes. Voilà donc le type de photo que l'on retrouvait sur Facebook. Ici en bas à droite, vous voyez qu'il se faisait également des t-shirts. Là, il s'agissait d'un squat de drogue, donc ils ont choisi ce crâne dégoulinant avec des yeux rouges. Et puis le meurtrier dont je parlais tout à l'heure, qui n'était qu'un enfant, on a réussi également à le traquer, à le retrouver à la campagne. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il faisait cela, il s'est dit, et il a répondu, on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il faisait cela, il a répondu tout simplement parce qu'il avait les bonnes compétences. Mais donc voilà, un mélange d'enquête sur le terrain et d'enquête documentée. Ça a été particulièrement euh, difficile, notamment pour la police. Parce qu'on a récupéré les données de la police et on les a utilisées contre les policiers. David, quel travail extraordinaire. Alors, vous avez donc pu recevoir l'ordre de la police. Et donc, vous avez tout récupéré grâce au profil Facebook de ce meurtrier. Eh bien, en effet, Facebook a joué un rôle prépondérant dans les 2 enquêtes dont nous avons entendu parler. Alors, je vais utiliser mes prérogatives en tant que président et si ça ne vous dérange pas, mais bien entendu, il y a la question de la sécurité et le traumatisme, car il s'agit d'histoires particulièrement perturbantes, dérangeantes. C'est vrai que ces personnes ont l'air de faire vraiment peur. Alors, Claire, vous étiez au commissariat avec ces gens et pendant combien de temps? Pendant des semaines, des semaines. À chaque fois que je m'y suis rendue, j'ai essayé de rester le plus longtemps possible. Alors, j'aimerais entendre les 2 équipes à ce propos. Est-ce que vous êtes sentis menacés pendant ces enquêtes et quels étaient les protocoles de sécurité que vous avez mis en place pour pouvoir vous protéger davantage?
Andrew? Lorsque j'ai commencé, le reportage et lorsque j'allais dans des quartiers particulièrement difficiles de Manille, un de mes collègues philippins me disait: «Non, n'y va pas, c'est trop dangereux» et pourtant, nous nous y sommes rendus et je pense que c'était peut-être un peu différent pour Claire et moi-même que pour un collègue philippin. Nous, je pense que on ne nous voyait pas vraiment comme des acteurs de ce drame, donc il y avait déjà ce niveau de protection-là et nous étions tout de même, très très circonspects dès que l'on se rendait sur les scènes de crime. On était toujours, traqués, géolocalisés lorsque l'on faisait les entretiens, donc les on savait exactement où nous étions à tout moment et à la fin de, notre enquête, lorsqu'on est passé donc, vraiment du schéma, des tendances qui se répétaient dans ces meurtres au meurtre véritable. Là, Claire et moi, on se protégeait mutuellement, en particulier lorsque l'on se rendait dans des quartiers difficiles. Alors, une question à l'autre équipe. Je pense que, en effet, les correspondants étrangers qui vont aux Philippines ont peut-être ce niveau de protection supplémentaire, mais ce n'est peut-être pas le cas, au Mexique. Au Mexique, il y a peut-être moins de protection, peut-être que l'on tue tout autant les journalistes, étrangers. Alors j'aimerais que Shanique réponde à ceci, parce que je suis plutôt d'accord avec Andrew. Je pense qu'en tant qu'Américaine, moi c'est vrai que je bénéficiais de ce niveau de protection supplémentaire, mais je pense donc je suis plutôt d'accord et comme, Chanique le disait tout à l'heure, il y a des cartels qui avaient détruit des quartiers, entiers de la ville, en plus d'avoir enlevé des personnes. Alors, moi, lorsque j'étais face à une maison complètement détruite, il y a une fois où j'ai vu, tout un cortège de voitures blindées et j'ai vu qu'ils s'arrêtaient juste devant la même maison, je ne savais pas si c'était le cartel et là je vois toutes ces personnes qui sortent des voitures armées jusqu'aux dents et puis il y avait donc, une voiture, 2 voitures de protection donc devant et derrière et au milieu, il y a 3 personnes qui sont sorties et des, journalistes américains que j'ai reconnus et que je connaissais et eux sont arrivés donc ils sont arrivés dans ce cortège et on s'est regardés et j'ai demandé: «Mais est-ce que ça c'est pour vous? Alors comment est-ce que vous avez eu tout cela?» et moi j'ai montré du doigt ma voiture de location. Alors je pense que parfois il faut être, surprotégé lorsque, vous faites des reportages dans des zones de guerre et cetera. Mais là, on était dans une ville qui avait été terrorisée pendant des années, que ce soit par le gouvernement, par le cartel. Alors moi, la dernière chose que j'aurais aimé, c'était d'arriver avec autant de protection parce qu'il y avait, là, c'est mes ses collègues journalistes américains qui avaient été protégés par le gouvernement et moi, je savais que si je voulais que les gens viennent vers moi et me parlent, je ne pouvais pas arriver avec, tout un convoi armé. Donc je pense qu'il faut faire très attention, à ce qui va vraiment vous protéger et parfois arriver, léger justement et non pas armé, c'est ça qui va vous protéger. Chanique, qu'en pensez-vous en termes de sécurité? Alors, à chaque fois que nous nous sommes rendus à Allende, on s'est demandé comment nous allions faire. Il y avait toute une stratégie. Ginger avait tout un protocole avec les éditeurs pour pouvoir faire ses reportages pendant un certain. Elle devait dire exactement où elle se trouvait, à quelle heure. Et on se demandait si c'était mieux d'avoir une voiture de location, avec quelle plaque d'immatriculation, de quel pays, ce qui serait le plus sûr. Et puis, il faut toujours avoir la fenêtre baissée. Comme ça, elle pouvait voir que c'était une femme au volant. On se demande également où stationner, combien de fois nous allions pouvoir faire le tour de la ville. On ne voulait pas
que l'on nous repère en train de faire des rondes dans la ville. Donc certains entretiens ont été faits en péril de la ville et parce qu'on voulait tout simplement protéger nos sources. J'ai également appris beaucoup de choses quant à l'importance des, des conversations WhatsApp notamment et comment faire en sorte qu'elles restent protégées. Donc ça peut être positif d'avoir un téléphone portable qui est complètement vide et donc à chaque fois que l'on allait à l'hôtel et on avait toujours un hôtel qui était dans dans une autre ville, donc on traversait souvent la frontière. C'est bien dans ce cas-là de faire un backup de tous les entretiens, tout effacer sur, son téléphone portable. C'est quelque chose que je fais toujours maintenant. Je pense que la sécurité, ça a toujours été au cœur de notre stratégie. Alors, Ginger s'était dit que l'histoire devait être racontée comme un ensemble de voix. Alors, je ne sais pas combien de personnes et combien de sources nous avons eues pendant ces mois, mais je pense qu'il y en avait des dizaines. Et ça a permis donc de créer cette histoire. Donc, pour chaque source, il y a une stratégie à adopter. Et ça implique également leur sécurité et la nôtre. On essaie de voir donc ce qui les mettra en confiance, voir comment nous devons également nous présenter. On a toujours fait très attention. Ginger était vraiment la personne de contact et la sécurité a toujours été la priorité de notre stratégie. Donc, Shanik, vous ne vous êtes pas rendu aux entretiens parce qu'ils avaient déjà un rapport avec une relation avec Ginger? Ou non, parfois on s'est posé la question, on s'est dit c'est que c'était parfois mieux d'avoir une personne, parfois deux pour l'entretien, afin de savoir ce qui était, un, plus sûr et deuxièmement, ce qui allait nous permettre de tirer davantage d'informations. On essayait de voir un peu l'image que nous allions projeter, étant donné que nous étions deux femmes. Donc tout cela a été pris en compte et c'est une décision que l'on a prise au cas par cas. Et pour certains entretiens, c'est Jannick qui les a réalisés et pas moi. Parce qu'on voulait que ces témoignages soient officiels. Donc on voulait qu'ils racontent des histoires. On ne voulait pas juste des citations, on voulait vraiment toute une histoire. Donc parfois, il y avait une relation avec Xanich, parfois c'était avec moi et parfois nous deux. Ça a toujours été réfléchi de manière minutieuse. Alors, une question à tout le groupe. Comment est-ce que vous gérez le traumatisme personnel? Parce que ce sont des histoires poignantes, difficiles. C'est difficile le soir d'arrêter d'y penser et puis simplement aller boire un verre. Alors, est-ce que vous aviez des techniques pour gérer le niveau de violence, d'atrocité que l'on retrouve dans ces deux enquêtes, Andrew? Premièrement, c'est toujours une bonne chose d'avoir une femme, des enfants que l'on peut retrouver le soir. Mais bon, après, on pouvait toujours partir des Philippines et en 3 heures, on était à Bangkok.
Et moi, je sais bien qu'aujourd'hui, je traite encore énormément de- d'aspects de cette histoire et parfois ça m'affecte encore. C'est parfois dangereux, il faut le garder à l'esprit et c'est également bon de travailler avec quelqu'un d'autre, pas juste pour la question du traumatisme, mais également d'un point de vue de l'épanouissement et de la création également de cette histoire, pour voir un peu comment nous pouvions travailler ensemble, voir un peu si les indices que nous avions récupérés pouvaient ensuite entraîner une autre enquête. Donc, avoir quelqu'un à ses côtés, ça permettait également de traiter toutes les informations et tout ce que nous avions vu. Je pense que Andrew en a très bien parlé. Pour moi, c'était très important d'avoir un partenaire qui m'accompagnait lors de cette histoire et de ne pas avoir à aborder un sujet pareil par moi-même. Bon, moi, de toute façon, ce n'est pas quelque chose que j'aurais envie de faire seule. C'est vrai que l'on a beaucoup, beaucoup parlé d'une manière ou d'une autre, et on l'a fait de manière consciente, et c'était extrêmement important. Ginger, comment est-ce que vous avez géré cela? Je pense que Andrew en a parlé parfaitement. Travailler avec quelqu'un, c'était extrêmement important. Je pouvais appeler Shanique. C'est elle aussi qui m'appelait pour savoir si j'allais bien. Et si elle n'était pas à mes côtés à IND, elle était toujours en contact avec moi. Et lorsque je faisais la même chose lorsque elle était à IND, pas moi. Et donc, on a traversé des moments parfois très difficiles. Donc, c'était positif de pouvoir en parler, de libérer la parole avec elle. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit l'autre équipe. Ce type, ce n'est pas le type d'histoire que j'aurais envie de couvrir seule. Yannick, vous êtes en fait la seule parmi les 4 journalistes à vivre dans le pays de l'enquête. Alors, est-ce que ça a été d'autant plus anxiogène pour vous? Cette fois-ci, non. Je crois que la communication était clé et Ginger et moi, on a décidé de faire certaines choses ensemble pour couvrir des aspects particulièrement difficiles de cette histoire lorsque l'on s'est rendu dans le ranch où il y avait donc où il y a eu des meurtres et tout cela on l'a fait ensemble, ce qui à mes yeux était très important de pouvoir couvrir les aspects les plus terribles ensemble. On voulait être proches l'une de l'autre. Très bonne réponse. Je vais appeler ma collègue du GIGN, c'est Eunice Au, qui s'occupe du Q&A, des séances questions-réponses. Eunice, comment ça va? Tout va bien. Il y a eu beaucoup de questions sur la sécurité, mais je pense que celles-ci ont déjà été posées. Donc, je vais parler de l'accès, parce que Ginger a parlé de ses sources, disant qu'elles n'étaient pas officielles. Et il y a une question du Nigeria là-dessus, où le journaliste demande qu'il est quasiment impossible d'avoir des sources fiables qui sont non officielles. Donc, comment pouvoir avoir des informations des autorités? Et deuxièmement, si ces informations ne mènent nulle part, où chercher? Et l'autre question qui est liée, comment les journalistes arrivent à faire en sorte de pouvoir naviguer dans l'enquête, préserver son identité et ne pas décourager les personnes qu'on interviewe? Ce sont de très bonnes questions. Et elles touchent le cœur même du problème. Moi, depuis le début, je savais que sans la véritable coopération des services de police américains, mon histoire n'allait pas avoir autant d'impact qu'espéré. Beaucoup d'histoires ont été écrites sur les massacres au Mexique, malheureusement, car ils sont légion.
Mais pouvoir lier un massacre aux États-Unis est vraiment ce qui a rendu cette histoire particulière pour ProPublica. Donc, la première fois que j'ai appelé Shanik, ça a été de coopérer avec les services de police. Parce que moi, je savais comment déjà commencer. Je savais que si je travaillais dans cette direction, j'allais atteindre mon objectif, j'allais obtenir l'information espérée. Concernant ce massacre, comme Shanik l'a dit, nous, on a commencé à enquêter alors que le massacre s'était perpétré il y a 5-6 ans. Donc, beaucoup des enquêtes avaient déjà eu lieu. Les États-Unis ne s'intéressaient pas vraiment à ce massacre. Ce n'était qu'une toute petite partie d'une enquête plus large. C'était la conséquence d'une enquête plus large. Et une grande partie de cette enquête avait été déjà clôturée. Donc, ce n'était pas si facile, plutôt, ce n'était pas si dur pour moi d'avoir le procureur qui me donne des informations, car l'enquête, en fait, était déjà terminée et bouclée. Et ce procureur, il était en colère. Il était furieux que cela se soit produit alors que lui, c'était sa responsabilité et lui était resté les bras croisés à l'époque. Donc en fait, il avait de bonnes raisons de se confier à moi. Et moi, je le savais quand je l'ai rencontré. Et j'ai utilisé ça pour le convaincre à s'ouvrir à nous. Donc peut-être qu'un massacre a eu lieu, une atrocité a été commise. Mais une façon d'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de prendre exemple de quelque chose du passé, où il y a déjà eu une enquête, quelque chose qui est bouclé. Mais vous pouvez utiliser cette enquête, quelque chose du passé, pour expliquer, entrer dans une histoire du présent. J'espère que c'était compréhensible. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, concernant l'accès aux informations. On a parcouru toutes les données qu'on avait, surtout tout ce qu'on avait de façon électronique. Vous pouvez en fait entrer dans un commissariat et prendre des photos de leurs livres. Mais concernant les documents électroniques, on a en fait envoyé des lettres et on a passé des mois à parcourir tout Manille et à donner ces lettres en main propre aux commissariats de police locaux, au niveau régional, au niveau du district, au niveau national, et on n'a jamais baissé les bras. Apprendre la langue, apprendre les structures du pouvoir, la généalogie, comment ces données bougent, ça nous a permis en fait de vraiment cibler nos demandes. Donc voilà, ne baissez pas les bras. Peut-être que vous demandez juste à la mauvaise personne. On parle beaucoup anglais dans les Philippines, aux Philippines plutôt. Et vous, vous avez parlé anglais tout le temps ou bien vous avez fait appel à des interprètes? Oui, on a utilisé des interprètes. La plupart des documents sont de toute façon en anglais, un document officiel. Et la plupart des gens vont parler quand même un peu d'anglais là-bas, assez bien en fait. Donc oui, ça a été utile. Dans les quartiers plus populaires, oui, là, on a dû faire appel à des interprètes. Mais pour les autres personnes avec qui on a collaboré, les chauffeurs, notamment, on a fait en sorte de travailler de façon très étroite avec tout le monde. Et Ginger, vous parlez très bien espagnol, n'est-ce pas? Donc, vous avez travaillé en espagnol la plupart du temps, c'est ça? Votre micro est- n'est pas allumé. Oui, c'est vrai, j'ai tout fait en espagnol. Younes, d'autres questions? Oui. Claire a parlé du commissariat. Il y a eu des questions sur comment vous avez pu photographier ces documents de police. Et qu'est-ce que vous faites alors? Vous êtes là, vous êtes assis, vous écoutez ce qui se dit ou bien vous posez tout le temps des questions? Et deuxième question, vous n'avez jamais eu peur de représailles pour les familles des victimes? Comment gérer cela? C'est une très bonne question. Claire, qu'avez-vous fait au commissariat de police toute la journée? C'est une bonne question. Je vais répondre dans l'ordre.
Donc, concernant la permission de prendre des photos, ce sont des documents publics. Vous pouvez entrer et juste demander. Est-ce que je peux voir, par exemple, tel document et je peux prendre une photo? Donc là, on était assez clair. On y allait sans embâge. Et puis voilà, vous avez une donnée alors. Et les policiers, la plupart du temps, étaient assez curieux, mais ils se disaient juste qu'on était des journalistes un peu bizarres, mais c'était tout. Maintenant, l'autre question, qu'est-ce qu'on fait toute la journée au commissariat? De quoi parle-t-on? Moi, j'avais tout planifié du début à la fin. Il y a d'abord le bureau. Il y a le bureau qui s'occupe des affaires liées à la drogue, qui est plutôt à l'arrière. Donc, moi, je dois entrer. Et puis après, je ne veux plus sortir parce que si je sors, ça va être compliqué de rentrer à nouveau. Donc, j'entre, je dis que je suis journaliste, je dis que je vais leur parler. Et puis, j'attends. Et si vous traînez juste assez longtemps, ils vous laisseront entrer. Donc voilà, je vais là-bas et je parle de tout. Parfois, ça n'avait même rien à voir avec la guerre de la drogue. On parlait de famille et il se passe plein de choses là-bas. Pour un policier, il est très occupé et puis peut-être qu'ils vont commencer à sortir leur téléphone, vous montrer des photos, il y aura des photos de leurs enfants, mais parfois d'opérations liées à la drogue. Et donc, de fil en aiguille, on obtient l'information qu'on cherche. Parfois, je posais une question, est-ce qu'on vous a déjà tiré dessus? Parce que tout le monde adore raconter une histoire comme ça. Et ils ont des tonnes d'histoires comme ça à vous raconter. Ou bien ils vont vous montrer une autre photo d'un homme qui est là, avec un gilet pare-balles et un masque et, et une mitraillette semi-automatique. Et il va vous raconter l'histoire d'une fusillade. Donc vous êtes juste là et vous voyez où la conversation vous mène. Et il y avait une autre question sur les représailles. Andrew, est-ce que tu veux répondre à celle-là? Oui, ça c'est quelque chose qui nous inquiète toujours. Mais moi, je n'ai jamais entendu dire que nos témoins ont eu des problèmes. On s'est vraiment assuré qu'ils restent en sécurité. On explique toujours qui on est. On parle des organisations pour lesquelles on travaille. On dit qu'on veut publier une histoire. Et dans la plupart des cas, les gens ont envie de parler, de raconter l'histoire. Ils avaient l'impression qu'ils pouvaient rendre justice, que c'était une façon de réparer le tort qui avait été fait. Parce que parfois, ils disaient qu'ils connaissaient des gens qui avaient été exécutés lors d'opérations de police. Et on leur disait, bah, allez au commissariat et porter plainte. Mais c'était justement au commissariat qu'il y avait les meurtriers. Et peut-être qu'ils allaient voir où se trouvaient les membres des victimes et qu'ils allaient porter plainte. Donc ce n'était pas une bonne chose en fait. Younes, d'autres questions? Oui, deux questions encore sur la recherche. Dans vos recherches sur Facebook, avez-vous créé des faux comptes ou bien est-ce que c'était des publications publiques? Et autre question, quelqu'un a parlé de open source et de connecter les données, mais si quelqu'un ne veut pas être cherché ou plutôt être trouvé, comment faire lorsque vous n'obtenez pas ce que vous voulez de matériel open source? Jannick, allez-y. Non, juste pour Facebook, je vais répondre. Tous les comptes étaient publics, les comptes Facebook qu'on a analysés. Donc, on n'a pas dû produire de faux comptes ou être amis avec eux. Mais après, on a enquêté sur les Rohingyas au Myanmar. Et là, par contre, on a créé un autre compte. Ce n'est pas un faux compte, c'est un compte pour moi avec des photos. Et il était clair que c'était moi qui était derrière le compte. Mais ce n'était pas mon compte personnel à proprement parler. D'autres personnes au sein de l'équipe ont utilisé ce compte pour essayer d'atteindre d'autres membres de la junte militaire du Myanmar. On n'a pas utilisé de faux comptes, non. Ce qu'on a trouvé sur le terrain a nourri ce qu'on faisait en ligne, mais on a trouvé des sources importantes.
Par exemple, un professeur d'école. Le directeur de l'école, d'une communauté qui connaissait tout le monde, il savait qui était parent de qui était ami, ennemi, et il gardait vraiment la trace de toutes les relations entre les gens. Et des gens comme elle, c'était une femme, nous ont permis d'alimenter cette idée de réseau. Comme Claire l'a dit, on a dû apprendre comment les gens créent un profil pour eux-mêmes sur Facebook. Ils n'utilisent pas leur véritable nom, ils ajoutent quelques lettres, peut-être parce qu'il y a trop de comptes déjà avec ce nom. Donc, on a dû essayer de les trouver sur Facebook. Aussi, on a trouvé des chats qui dataient de 2011, des groupes Yahoo par exemple. On devait un peu retourner dans le temps. Qu'est-ce qui était utilisé à l'époque dans cette région? On a dû réfléchir à cela. Donc les forums aussi étaient des endroits où les gens publiaient des messages. Ça nous a permis en fait de retracer l'histoire. Vous êtes vraiment des pros dans votre domaine. C'est un véritable plaisir de vous entendre parler de votre travail. Quand je pense aux enquêtes les plus difficiles, je pense en particulier à votre travail. Et j'ai encore une question pour vous tous. En général, on rencontre beaucoup de jeunes journalistes et il y a beaucoup de gens ici qui viennent de 30, 40 pays qui assistent à ces webinaires et qui enquêtent sur des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires. Donc, comment est-ce que je peux utiliser tout ce que je viens d'entendre ici et l'appliquer chez moi? Auriez-vous peut-être une ou deux recommandations à formuler à un jeune journaliste? Là, est-ce qu'on peut commencer par toi? Dans toutes nos histoires, Andrew et moi, on parle du souci du détail. Parfois, vous interviewez quelqu'un, vous leur demandez est-ce que vous avez des photos sur votre téléphone? Demandez aux commerçants locaux s'ils ont des caméras de surveillance. Est-ce qu'il y a des documents? Est-ce qu'on peut prendre des photos de ça? Prenez tout ce que vous pouvez. Vous seriez vraiment surpris de toute la mine d'informations que vous pourrez y trouver. Et vous n'avez pas besoin d'outils particuliers pour cela, juste poser des questions. C'est tout à fait vrai. À la fin, on prenait tout ce qu'on pouvait, des vidéos de caméras de surveillance, de tous les commerçants, tout ce qu'on pouvait. Parce qu'on avait compris que tout était en train de bien se mettre ensemble, qu'on était en train de construire une véritable banque de données qui allait nous aider à boucler cette histoire, mais aussi qui allait nous mener vers d'autres histoires. Donc vraiment, ne baissez pas les bras. En 2016 et en 2017, on a couvert cette histoire. Et puis à la fin de 2016, j'ai regardé toutes les histoires qu'on avait couvertes, Claire et moi, et on s'est vraiment dit qu'on avait accompli un travail formidable. Mais ce n'était rien à côté des histoires qu'on a couvertes l'année d'après. On connaissait bien mieux les faits, on avait les données, on travaillait de façon bien plus intelligente dans notre façon de nous mouvoir, de rencontrer les gens. Donc oui, persévérez, n'abandonnez pas. Yannick, pour nous, ce qui est important, c'est de retourner aux sources. Ginger écrivait l'histoire et juste avant la publication, on a prévenu les victimes, enfin plutôt les membres des victimes, du contenu de l'histoire. On leur a expliqué comment on allait en parler, la traiter. Je pense que Ginger devrait parler plus de cela. Mais ça, c'est vraiment un pilier de notre travail, car les gens, en fait, n'ont pas vraiment l'habitude d'être mis à découvert dans les médias. Il faut leur expliquer comment leur histoire va être racontée. Donc, je pense que ça, c'est très important, préparer les gens à la publication. Ginger, commentaire final, quelle est ta recommandation pour les jeunes journalistes sur le terrain? L'autre fois où j'ai traité des disparitions forcées,
Dans le cadre d'un projet, c'était il y a des années, je parlais des disparitions au Honduras, qui étaient aussi liées à des opérations américaines. Et à chaque fois, c'était des histoires sur des faits du passé. Et souvent, les journalistes pensent que si quelque chose s'est produit il y a 5 ans, ça ne sert à rien d'écrire là-dessus aujourd'hui. Mais c'est faux. Si vous prenez un événement du passé, les gens seront plus enclins à vous parler, que ce soit les victimes ou les autorités. Vous pouvez alors raconter cette histoire avec le recul, ce qui n'aurait pas été possible à l'époque. Si on avait écrit sur Allende l'année de l'événement, ça aurait été impossible. Mais 5 ans plus tard, on a pu raconter cette histoire dans son entièreté et elle avait encore toute sa pertinence. Elle n'avait rien perdu de sa puissance. Donc, j'encourage les journalistes à ne pas penser qu'une vieille histoire signifie qu'elle n'a plus sa place aujourd'hui. Vous êtes des journalistes brillants. Vous êtes également des mentors extraordinaires. C'est vraiment extraordinaire de vous écouter et de vous entendre raconter les détails de votre travail et de vos enquêtes. Alors, encore quelques minutes. J'ai encore une petite introduction à faire. Je vais vous parler de ce que le GIJN va faire à l'avenir. Donc, si vous ne connaissez pas le GIGN, c'est la plus grande association pour le journalisme d'investigation. 184 organisations membres dans 77 pays, avec le Quinto Element de Shanik notamment, aux États-Unis. Voici le dernier épisode d'une série de 4 épisodes sur les disparitions forcées et le crime organisé, et ce, grâce à un groupe avec lequel on a commencé à travailler, qui fait partie de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Donc, nous avons Syria parmi nous qui travaille pour ce fonds. Syria, tu es parmi nous. Bonjour. Bonjour Syria. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre travail. Merci également au GIGN, aux partenaires, et merci d'avoir organisé cette série d'enseignements à tirer. Alors, le fonds de résilience a été créé en 2019 pour accompagner ces enquêtes sur les crimes organisés, pour aider les familles également qui ont perdu des membres. Mais l'année dernière, nous avons également commencé le Resilience Fellowship pour soutenir les universitaires, journalistes, etc. et créer une coopération transnationale et multidisciplinaire sur ce sujet. Le sujet étant les portées disparues, car on a entendu toute cette année que les disparitions étaient un outil utilisé par les organisations criminelles partout dans le monde. L'idée est donc d'apporter davantage d'instruments pour les journalistes afin qu'ils comprennent mieux ce phénomène. C'est un véritable honneur pour nous d'être un de vos partenaires. Merci encore pour cette série de webinaires. Merci également d'avoir pu présenter tous ces orateurs lors de ce dernier webinaire. Merci Syria. Alors, il y aura un prochain sujet également porté par le GIJN lors de la conférence IRE. Et il y aura donc ce webinaire la semaine prochaine. Il y aura également des sessions de réseautage pour les journalistes internationaux et tout ceci via l'IRE. D'autres webinaires à venir. À partir du 1er octobre, une semaine plus tard également, un autre webinaire. Tous ces webinaires s'axeront sur les élections américaines. On essaiera de vous expliquer tout ce qui se passe, chaque chose étant plus folle l'une que l'autre lors de cette campagne pour les élections. Donc, nous avons une équipe de renom pour ces webinaires.
Vous pouvez nous suivre, également nous suivre sur Twitter. Et nous avons également une newsletter. Il me semble que mes collègues ont posté tout cela sur le chat. Alors, nous en arrivons à la fin de cette réunion. Je voulais remercier Claire, Shanik, Andrew et Ginger. J'aurais pu vous laisser parler des heures durant et vous écouter. Merci beaucoup et au revoir. Prenez soin de vous.